Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On va faire un exercice comme d'habitude à plusieurs voix. Moi, je vais faire d'abord un petit point sur la réforme des retraites. Nous avons trouvé les déclarations du Premier ministre absolument irresponsables et totalement incompréhensibles dans le moment qui est celui de la discussion entre partenaires sociaux. Rappelle évidemment le contexte de l'adoption du passage à 64 ans, une réforme qui a été très critiquée par l'opinion avec des mobilisations massives, une adoption par 49.3. Mais rappelez également que François Bayrou, par ses déclarations totalement immaîtrisées, je ne sais pas, mais enfin, il contrevient très clairement à sa propre parole écrite et orale dans l'hémicycle. Au mois de janvier, il déclarait dans l'hémicycle « Nous pouvons rechercher une voie de réforme nouvelle sans aucun totem ni tabou ». Le 16 janvier, dans un courrier qu'il adressait aux parlementaires socialistes, il promettait que le Parlement aura, en tout état de cause, le dernier mot. Le gouvernement doit tenir ses engagements et laisser les partenaires sociaux travailler sereinement et ensuite le Parlement légiférer. La situation internationale ne peut pas être un prétexte pour réduire les droits sociaux et revenir en arrière sur la parole donnée. C'est aussi la défense d'un modèle social que nous voulons porter à cette occasion. Il est très clair que le Premier ministre envoie un signe de défiance et de mépris aux partenaires sociaux et que ce n'est pas notre état d'esprit. Nous leur faisons confiance. Nous souhaitons laisser aux syndicats et au patronat le soin de négocier et en tirer ensuite, entre parlementaires, les conséquences à l'issue des discussions qui ont été fixées en juin. Nous l'avons toujours dit avec beaucoup de gravité et de solennité, ce gouvernement, il est sous la surveillance des députés socialistes et nous n'hésiterons pas à censurer si François Bayrou ne tenait pas ses engagements. Bonjour à toutes et tous. Je commence un point sur la PPL narcotrafic qui sera a priori ponctué également par quelques éléments de notre collègue Delaporte. Je pense qu'il va arriver en cours de route. Si ce n'est pas le cas, je prendrai l'intégralité de ce point. En tout cas, vous avez toutes et tous suivi avec beaucoup d'attention les travaux présidés par notre collègue sénateur socialiste Jérôme Durain au Sénat. Donc, il était président de la commission d'enquête sur la lutte contre le narcotrafic. Et depuis hier soir, nous examinons le fruit de ces travaux, c'est-à-dire la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Et donc, cette proposition de loi est issue de ce travail transpartisan qui a été mené au Sénat. Pour revenir sur la philosophie de ce texte, nous considérons que la France est aujourd'hui à la croisée des chemins et que nous sommes dans un temps, celui de choix offensifs dans la lutte contre le narcotrafic. Nous considérons au groupe socialiste que les opérations Place Nette ont été en quelque sorte de la poudre aux yeux, car elles ont mobilisé tous les moyens au détriment d'enquêtes au long cours, au démantèlement des réseaux et à la poursuite en particulier des grands trafiquants. Et afin que notre pays ne se transforme pas en narco-État, dépassé et surtout vulnérable face à la puissance de ces réseaux, il nous faut attaquer par le haut du spectre cette lutte contre le narcotrafic. Nous avons pour cela un certain nombre de propositions qui sont indispensables à un problème que nous considérons comme global, mais aussi systémique. Et nous avons besoin de répondre par des propositions fortes pour répondre à un certain nombre d'inquiétudes à la fois dans nos grandes villes, mais aussi à des problématiques qui ont gagné des villes moyennes ou encore des zones rurales. Je citerai par exemple la commune de Morlaix, dans mon département du Finistère, qui est particulièrement touchée par cette question du narcotrafic. Dans les propositions phares que nous avons portées, nous souhaitons notamment repenser l'organisation de la lutte contre le narcotrafic avec la création d'un parquet national dédié à la lutte contre la criminalité organisée sur le modèle du parquet financier ou du parquet antiterroriste. Et nous nous intéresserons notamment à la traite des êtres humains ou au trafic d'armes par là même. L'idée, c'est d'avoir aussi une vision
périphériques sur l'ensemble du territoire national et de travailler de manière extrêmement large sur ces questions. Nous souhaitons également, à travers ce texte, lutter de manière très forte contre le blanchiment, avec la possibilité de fermer administrativement des commerces lorsqu'il existe des suspicions de blanchiment. Et nous pensons que ces dispositifs doivent s'accompagner d'une augmentation significative des moyens humains et financiers qui sont alloués aux services d'enquête. En tout cas, la position du groupe socialiste, elle est à la fois une position responsable et exigeante. Nous souhaitons pouvoir être en mesure de voter ce texte, d'abord en permettant de faciliter le travail des enquêteurs et des magistrats, mais aussi de sécuriser et de simplifier les procédures tout en protégeant les libertés individuelles et les droits fondamentaux. Je laisse... Tu arrives pile poil, Arthur, pour la suite. Je te laisse poursuivre les propos. Bonjour. Voilà. Non, mais c'était pour vous dire aussi nos exigences, justement, sur cette proposition de loi dont nous avons, comme Mélanie l'a rappelé, je pense avec brio, l'initiative notamment au Sénat. Aujourd'hui, en commission, on a quand même réussi à mettre un certain nombre de garde-fous, notamment en supprimant des dispositions qui avaient été introduites au Sénat, qui pouvaient porter atteinte à la vie privée ou menacer le secret de la correspondance, et plus largement la vulnérabilité des applications, en supprimant l'article 18 ter sur les messageries cryptées, qui visait à introduire ce qu'on appelle des backdoors, donc des dispositifs en fait pour faire rentrer les services secrets, mais finalement tout le monde, et même des personnes malveillantes, dans les messageries cryptées. On a également supprimé l'article qui crée le dossier coffre, qui avait été totalement réécrit par le gouvernement au Sénat. Le dossier coffre, vous savez, c'est la capacité finalement à protéger ou rendre inaccessible un certain nombre de données des techniques spéciales d'enquête en fait pour protéger potentiellement les indices. Mais bon, il y a déjà, rappelons-le quand même, un certain nombre d'outils qui existent déjà dans le droit pour protéger les informateurs, etc. Donc en fait, ça allait plus loin et ça risquait de menacer le secret du contradictoire, enfin la capacité par le secret d'avoir un débat contradictoire. Et donc du coup, c'est aussi pour cela que les avocats notamment sont très, très remontés contre cette mesure. On s'y opposera également si ça doit revenir en séance publique. On a supprimé aussi la prolongation jusqu'à 120 heures de la garde à vue pour les mules ou la généralisation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, pour les pour les spécialistes, pour éviter de remettre en cause tout simplement les droits fondamentaux. Parce que là, on parle de matière criminelle. Donc une CRPC, ça risquait de faire des jugements à la chaîne, sans public par ailleurs, alors que c'est quand même le principe aussi de toute audience. Enfin, on a amendé l'article 8 sur la surveillance algorithmique en restreignant considérablement la portée au trafic de stupéfiants, trafic d'armes et blanchiment des produits qui en sont issus, alors qu'initialement c'était plus large. Voilà, donc on a procédé à un certain nombre d'aménagements et on compte à ce que ces différents éléments restent dans le texte. Enfin, nous, on a vraiment des inquiétudes sur l'article qui a été introduit, dit 23 quinquies, qui, lui, crée les quartiers de haute sécurité. Ce n'était pas l'objet initial du texte. Ça, c'est la mesure de Darmanin. Et il y a un certain nombre de remarques qui ont été faites à la fois par le Conseil d'État, dans l'avis qu'il a rendu la semaine dernière, mais aussi par exemple, le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou les défenseurs des droits, qui alertent sur les conséquences possibles de ce dispositif. Donc on a un certain nombre d'amendements qui visent finalement à rendre ce dispositif plus compatible avec l'idée que nous faisons, finalement des garanties des droits fondamentaux. Par exemple, les fouilles à nu systématiques, pour nous, ça c'est pas possible. Ça veut dire 3 fois par jour. Enfin, je veux dire, certains ont employé l'expression de torture à blanc. Pour nous, il y a une nécessité de renforcer, de sécuriser ce dispositif si d'aventure il est maintenu dans le texte. Un autre article sur lequel nous aurons aussi un certain nombre d'amendements, notamment des amendements de suppression, c'est un article qui vise à expulser manu militari, sans forcément passer par le juge judiciaire, des familles entières, si l'un d'entre eux est impliqué
même pas forcément condamnés, dans du trafic de drogue. Donc là, voilà, il y a un certain nombre de choses qui méritent d'être sécurisées juridiquement, parce que vous imaginez, vous avez toute une famille avec des enfants parfois en bas âge, s'il y a un jeune qui est impliqué à des degrés divers, elle pourrait se retrouver délogée. Voilà, donc il faut faire attention, ou alors même l'idée que certains, par exemple dans certains quartiers, on a des personnes qui sous contrainte se retrouvent à être des nourrices. Bon, ben voilà, est-ce qu'on expulse les mamies de 80 balais? Bon, comme ça, sans procédure judiciaire, ça peut poser question. Donc voilà, la question de l'absence de contrainte, par exemple, on va essayer de porter ça. On va essayer de porter aussi l'idée que s'il y a des familles, il faut une attention particulière, etc. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va porter pour essayer de faire bouger cet article. Voilà un peu pour les différents éléments de précision qu'on veut apporter sur le narcotrafic. Des questions? Stanislas Noyer, l'aide de l'expansion. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de fermer des commerces en cas de suspicion de blanchiment. Est-ce qu'il ne faut pas que le blanchiment soit avéré pour qu'on puisse prendre une telle décision? J'aurais plutôt tendance à dire oui, mais je crois que c'est Mélanie qui a dit ça, non? Oui. Ouais. Voilà. Non, il faut que ce soit. Enfin, ça peut pas être simplement. Mon voisin m'a dit que. Voilà. Il faut des garanties procédurales. Donc voilà, et ça c'est aussi ce qu'on a essayé de porter dans le texte. Ah bah s'il y a une condamnation, c'est avéré. Voilà. Ah oui. Voilà. Là, en l'occurrence, si c'est simplement des renseignements, on ne peut pas fermer des commerces comme ça. Enfin, je veux dire, il y a un droit, il y a des droits, il y a des recours. Voilà, il faut. De toute façon, tout l'enjeu de ce qu'on a porté dans ce texte, c'est de maintenir quelque chose qu'on appelle simplement l'état de droit. Voilà, et de garantir le respect de l'état de droit. Et le texte, on s'est abstenu en commission. Parce qu'il y a encore un certain nombre de choses qui nous paraissent devoir être améliorées. Alors sur cet article précisément, moi je ne me souviens plus de l'état au sortir de la commission, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'amendements qui ont été adoptés pour sécuriser juridiquement le texte. Voilà, donc là, je peux vous dire ce que nous allons continuer de porter, notamment en séance publique. Ça sera la question de certaines précisions sur l'article, sur la question des expulsions locatives, sur l'article sur les quartiers de haute sécurité. Voilà, là, on a des gros sujets qui restent encore à établir. Et après, sur le reste, on va essayer de garder l'esprit du texte au sortir de la commission, parce que voilà, on a quand même supprimé un certain nombre d'articles qui étaient très problématiques. Notamment dénoncé par la CNCDH. Ouais. Oui, si je peux me permettre, c'est vrai que tout à l'heure, on l'a dit, nous avons bien conscience que ce texte, il arrive dans un moment où la lutte contre le narcotrafic, c'est une action indispensable dans notre pays pour lutter à différents niveaux, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les grandes villes, mais aussi dans de plus petites localités. Et donc, nous voulons, à travers le débat qui démarre cette semaine, être en mesure de pouvoir voter ce texte. Et donc, le combat pour le groupe socialiste va consister à défendre tous ces points de vigilance que nous avons évoqués avec vous. Mais en tout cas, nous souhaitons être dans une approche constructive pour que ce texte puisse être voté dans de bonnes conditions et dans le respect de l'état de droit, comme on l'a dit, mais aussi de la dignité humaine. Et juste une question sur les retraites. Tout à l'heure, vous avez parlé de la parole donnée par François Bayrou. Si jamais ça devait se passer comme ça, est-ce que vous porterez vous-même une motion de censure contre ce gouvernement? Et par ailleurs, est-ce que son intervention n'a pas de toute façon condamné ce conclave? Est-ce que vous pensez encore qu'il peut en ressortir quelque chose? Non, le conclave n'est pas condamné, parce que le Premier ministre est contredit par lui-même et par ses ministres sans arrêt sur ce sujet et sur tant d'autres. Donc on a arrêté de s'émouvoir et l'idée de s'arrêter à l'instant T sur les déclarations. Le travail continue. La décision, j'ai dit très clairement que notre position de fermeté sur le respect de la parole donnée est un point dur, mais nous attendrons évidemment l'issue des discussions et le processus qui s'en suivra pour prendre la décision définitive. Simplement, on ne veut pas agiter la menace de censure comme si c'était quelque chose d'anodin, mais simplement dire en clarté que c'est une option qui est sur la table et qu'il le restera si le Premier ministre devait manquer à sa parole. Oui, alors juste pour répondre par ailleurs sur la question des fermetures des commerces de façade, qui est par ailleurs un vrai sujet. Donc il y a eu plusieurs modifications. Le texte donnait la possibilité au maire, ça a été donné au préfet. La fermeture, aujourd'hui, on a considéré que c'était trop flou
les conditions, c'était marqué en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, c'était trop flou. Donc on a retouché l'article en commission. On a notamment souhaité, alors je ne sais plus si cet amendement il est passé ou pas, qu'il faut qu'il y ait des raisons objectives et sérieuses, qu'il y ait par ailleurs, il y a dans le texte sorti de la commission une procédure contradictoire pour que cette fermeture soit prononcée. Voilà, et après, on a proposé de s'aligner sur 3 mois sur la durée de la fermeture. C'est des fermetures temporaires. Voilà, pour préciser un petit peu. Est-ce que dans le dispositif, il y a l'équivalent, est-ce que dans le dispositif, il y a l'équivalent pour les réseaux sociaux ou les réseaux cryptés de quelque chose qui ressemblerait aux écoutes téléphoniques? Alors, justement, ça, c'était l'article 8 ter sur la capacité d'écouter des messageries cryptées. Nous, on s'y est opposé. Parce que c'est tout ou rien? Alors, du coup, aujourd'hui, c'est pas possible. Après, il y a déjà moyen de mettre des virus dans des téléphones pour espionner l'ensemble de ce qui se fait sur les téléphones. Enfin, je veux dire, il y a déjà des techniques spéciales d'intrusion qui existent, mais pas sur les messageries en tant que telles. C'est pas la messagerie qui prévoit les choses. Voilà. Je reviens sur... Juste pour terminer, juste une précision, excusez-moi. Voilà, sur cet article 8 ter, ce que nous voulons à tout prix éviter, c'est la brèche laissée ouverte à d'éventuels hackers et puis surtout aussi à des pays compétiteurs qui pourraient se saisir de ces brèches que nous ouvrons pour de l'espionnage dans un contexte géopolitique particulièrement marqué. Sachant que ça aurait nécessité la collaboration de Twitter, Mais c'est sûr. Et aujourd'hui, ce que disent les plateformes, c'est qu'elles ne sont pas techniquement en mesure de le faire, tout en continuant de garantir la sécurité des données. Je ne sais pas, Anne-Charlotte, désolé, on va couper. Pas de souci. Je voulais revenir sur la question sur les retraites. Est-ce que vous parlez de respect de la parole donnée par François Bayrou? Est-ce qu'à un moment, vous n'allez pas vous retrouver coincé avec des avancées sociales sur la pénibilité, l'égalité salariale, l'emploi des seniors, mais pas de bouger sur l'âge légal de 64 ans? Mais ça, on attend justement. On a dit qu'on était ouvert. Il n'y a ni totem ni tabou, ce sont les mots du Premier ministre. Nous attendons sereinement et sérieusement la copie qui sortira de la discussion entre les partenaires sociaux. Et par définition, je ne peux pas faire des spéculations sur ce qu'il y aura ou ce qu'il n'y aura pas dedans. Et en fonction de ce qu'il en sortira, le processus est le suivant. Le Parlement en est saisi et nous transposons d'une certaine manière l'accord qui pourrait s'y dessiner. Et donc on verra sur pièce ce qu'il en sort. Mais simplement, le Premier ministre ne peut pas lui-même contrevenir à sa parole et poser ex ante des contraintes aux partenaires sociaux sur le terrain de jeu qui est le leur pour négocier. On les laisse négocier et après, sur la base de ce qui en sortira, nous en tirerons les conséquences. Voilà. Et par définition, il y a énormément de critères qui peuvent entrer en jeu, mais laissons-les travailler et ne le faisons pas, je m'adresse au Premier ministre quand je dis ça, avec une forme de tutelle moralisatrice et impérieuse qui contrevient évidemment à l'état d'esprit de ces discussions. Merci. Mais comme François Bayrou a démenti François Bayrou... Est-ce que vous allez poser une QAG sur le sujet cet après-midi pour le faire préciser? Non, il n'y a pas de... Oui. Il faut toujours avoir un pense-bête. Il s'appelle Martin.